Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Hervé Dufort, secrétaire général de SCP Europe et j'interviens aujourd'hui en tant que représentant de notre école, notre directeur général Franck Bournois est en déplacement à l'étranger. Madame la ministre, mesdames, messieurs, nous sommes très heureux d'accueillir en nos locaux les premières assises de la lutte contre la haine sur Internet. Il nous a semblé naturel qu'une grande école comme ESCP Europe s'associe à des débats de société aussi primordiaux. Dès lors, les valeurs humanistes de ESCP Europe que nous partageons avec vous nous ont naturellement amenés à répondre favorablement à la demande d'accueil de cet événement. Les équipes de ESCP Europe et moi-même serons à votre disposition au cours de la journée, au besoin. Nous vous souhaitons des échanges nombreux, fructueux et constructifs. Donc, dès lors, bonne journée à tous en ce beau dimanche. Et je vais laisser la parole à Sacha Rengewirtz, président de l'UEJF, et à Madame la ministre Axelle Lemaire, secrétaire d'État en charge du numérique. Bienvenue chez nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur Lefort, de nous accueillir aujourd'hui à l'ESCP. Merci à tous les professeurs, et en particulier Daniel Roache, qui nous ont permis en dernière minute, parce que c'est effectivement en un mois que cette mobilisation a été montée, à la suite du choc terrible qu'ont produit les attentats contre Charlie Hebdo, contre l'hypercachère, et dont on a senti qu'une certaine partie était malheureusement due à ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. Donc je voudrais remercier effectivement votre école. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui. Madame la secrétaire d'État au numérique, chère Axelle Lemaire, c'était très important aujourd'hui que vous soyez à nos côtés et vous avez déplacé des montagnes dans votre agenda ministériel pour être des nôtres et pour introduire cette journée d'échange, cette journée de rencontre et de rencontre aussi avec vous, parce que je crois que c'est une des premières fois qu'avec autant d'associations, et elles sont nombreuses, SOS Racisme, la LICRA, Respect Zone, Respect Mag, e-Enfance, SOS Homophobie, Renaissance Numérique, le CRIF, le Refuge, l'Association française des victimes du terrorisme, Ni pute ni soumise, l'Inter-LGBT, la Fédération LGBT, la Quadrature du Net, ADEOS, et j'en oublie tellement elles sont nombreuses aujourd'hui, et je sais que beaucoup se sont ajoutés au fur et à mesure de nos préparatifs. Et c'est vraiment sous le signe de la rencontre que je voudrais que cette journée des assises puisse se passer. Des rencontres essentielles aujourd'hui, à l'heure où nous semblons parfois être un petit peu démunis pour concevoir et penser ensemble Internet. Non pas le penser comme un danger, mais le penser comme un espace où on est ensemble. Aujourd'hui, Internet occupe un espace extrêmement important dans nos vies au quotidien. Dès le matin et la nuit, l'objet qui nous relie au monde, c'est le téléphone portable. Pour échanger, pour s'appeler, mais surtout pour comprendre et pour découvrir le monde qui est autour de nous, avec un apport de connaissances extraordinaires, d'informations, une manière aussi différente de comprendre le monde, et avec aussi, malheureusement, parfois, les aléas que ça peut produire, et ce phénomène un petit peu nouveau, où aujourd'hui, chaque émetteur peut toucher des millions de personnes. Et lorsque cet émetteur est mal intentionné, lorsque cet émetteur est porté par des idéologies racistes, antisémites, homophobes, extrémistes, terroristes, complotistes, etc., eh bien, cela peut avoir des effets qui étaient inconnus autrefois. Il y a quelques années, lorsque des écoliers voulaient s'informer sur la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ils ouvraient les livres d'histoire. Aujourd'hui, lorsqu'on tape Shoah sur un moteur de recherche, le premier résultat qui apparaît, si l'on va sur YouTube par exemple, ce sont des résultats négationnistes. Et donc une manipulation qui, il y a quelques années, était confinée dans des librairies d'extrême droite ou dans des idéologies extrémistes, eh bien aujourd'hui est accessible au plus grand nombre. Et nous avions fait ce constat amer il y a quelques semaines à l'occasion de l'anniversaire des 70 ans de la libération d'Auschwitz. Et c'était le sens de l'appel que nous avions lancé, qui a été soutenu par les grandes organisations étudiantes représentatives françaises, l'UNEF, la FAGE, l'UNI, et de nombreuses associations antiracistes, et qui s'adressaient aux géants du net américains pour leur demander de prendre leurs responsabilités. Parce que s'il est vrai aujourd'hui que Internet est devenu un espace global qui empêche d'une certaine manière les formes de régulation,
eh bien, notre destin est aussi quelque part dans les mains de ces grands opérateurs, en tout cas sur beaucoup d'aspects. Et je crois que de la même manière que tant sur le plan de la lutte contre la pédophilie, contre la violence, et de plus en plus aujourd'hui contre l'apologie du terrorisme, il y a un travail qui a été fait, et c'est en ce moment un des grands débats d'actualité. Quel travail peut être fait? Comment est-ce qu'on peut responsabiliser les opérateurs? C'est d'ailleurs un des aspects centraux du sondage qui sera dévoilé tout à l'heure, que nous avons commandité auprès d'OpinionWay. Eh bien, c'est de faire en sorte désormais que la responsabilisation, elle se fasse aussi et en première partie sur les discours de haine. Parce que nous sommes face à cette incongruité que Internet aujourd'hui, malgré le fait qu'il absorbe une grande partie de nos vies et de nos échanges, est dans bien d'aspects un espace de non-droit. Mais le droit retrouve progressivement sa place, le contrat social s'établit sur Internet, dans les échanges économiques, dans la publicité, dans les services à la personne. Eh bien, il faudrait qu'il le soit aussi dans les discours au quotidien. En France, nous avons posé des règles pour vivre ensemble. Ces règles, ce sont celles de l'interdiction de l'injure, de l'interdiction de l'attaque personnelle, de l'interdiction de la contestation de l'histoire. Toutes ces règles, elles peinent à s'appliquer sur Internet. Et l'objet de cette journée, c'est que nous réfléchissions ensemble avec les problématiques que toutes les associations rencontrent au quotidien, avec des spécialistes, des chercheurs, énormément d'intervenants que je remercie pour leur mobilisation, et voir ensemble comment Internet, plutôt qu'être un espace de radicalisation et de haine, soit un espace d'échange et d'information. Plutôt que de stigmatiser, je crois qu'il s'agit de comprendre, de construire, et avoir en tête aussi des exemples très forts qu'ont permis les services numériques ces dernières années. En particulier, je crois, dans l'émergence des révolutions arabes. Il y a quelques années, en Tunisie, on se souvient que ce sont certaines particularités d'Internet, l'anonymat, la possibilité d'avoir des échanges confidentiels, qui ont permis de faire émerger un mouvement démocratique. Donc bien loin de vouloir stigmatiser Internet, je crois que l'objet de notre rencontre est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut ensemble mieux réguler, comment est-ce qu'on peut ensemble eh bien aussi utiliser le droit à notre profit. Et depuis plusieurs années, un des combats importants de l'UEJF, c'est celui de la progression jurisprudentielle pour faire en sorte que nous ne soyons pas des éboueurs du net et que le droit français s'applique. C'est un combat qui s'est initié dès 1996 avec le premier procès Renater, avec la première condamnation d'une page négationniste, qui s'est poursuivi dans les années 2000 avec la jurisprudence Yahoo et qui s'est, ces dernières années, illustré en grande partie grâce au procès Un bon juif, qui a été mené aux côtés de beaucoup d'autres associations présentes, dont SOS Racisme, la LICRA, le MRAP. Et dans ce procès, ce qui a été très fort, je crois, c'est que nous avons réussi à faire en sorte non seulement que Twitter applique le droit français, mais aussi que cette application, elle bénéficie au monde entier, puisque le système de signalement des tweets qui a été à ce moment-là mis en place par Twitter bénéficie aux internautes du monde entier. Et c'est peut-être aussi une façon de répondre à la critique qui peut souvent être adressée, que réguler le net serait d'une certaine manière risquer de donner trop de place à certains régimes dictatoriaux. Je crois que les compagnies Internet ont suffisamment de recul pour ne pas le faire et prendre dans les régimes démocratiques, comme en France, comme positives et intégrer toutes les mesures que nous avons contre la haine, mais en revanche s'écarter dans d'autres pays de certaines lois qui pourraient au contraire nuire à la liberté d'expression. Voilà, je nous souhaite et je vous souhaite à tous d'excellents débats et je remercie tous les militants de l'UEJF qui ont permis que cette journée puisse se réaliser, en particulier les membres de mon bureau national, Sacha Gozlan, Inès Amar, Nicolas Volosco et Noam Meguira, et puis toute l'équipe de militants sous la houlette d'Anna Bérébi qui sont mobilisés aujourd'hui. Et j'ai le grand plaisir d'introduire la secrétaire d'État au numérique, Madame Axelle Lemaire. Bonjour à tous, chers amis. Je voudrais d'abord remercier l'Union des étudiants juifs de France d'avoir organisé ces assises de la lutte contre la haine sur Internet et de m'y avoir invité et d'avoir insisté pour que j'organise effectivement mon agenda afin d'être présente. C'est très important. C'est très important l'initiative que vous avez prise. C'est très important que vous ayez réussi à fédérer un aussi grand nombre d'acteurs associatifs autour de ce projet. Et c'est très important que vous vous sentiez soutenu par l'ensemble des membres du gouvernement.
parce que l'approche que vous avez adoptée, je crois que c'est la bonne. C'est une approche qui ne consiste pas à placer d'un côté certains irresponsables qui seraient des tenants absolutistes de la défense de la liberté d'expression et d'autres qui, à l'inverse, pousseraient à la censure au nom de la protection de certains droits. Ça, c'est l'approche caricaturale, l'approche dogmatique et idéologique. Je crois comprendre que les résultats du sondage que vous présenterez montrent à quel point aujourd'hui les Français sont prêts à avoir une approche et une attitude responsable vis-à-vis d'Internet et des contenus qui y sont véhiculés, qui sont à la fois attachés aux valeurs fondatrices de notre République, dont celle de la liberté, mais qui sont aussi en attente forte d'une responsabilité de la part des pouvoirs publics, mais aussi de la part des grands acteurs économiques qui aujourd'hui jouent un rôle absolument fondamental dans l'utilisation qui est faite des outils numériques. Donc merci de soutenir collectivement cette approche qui montre une maturité dans la conscientisation des enjeux auxquels nous faisons face. Alors, Internet et les réseaux sociaux, ils changent la donne du monde dans lequel nous vivons, pour le meilleur, parce que Internet, c'est un véritable outil d'émancipation. Aujourd'hui, grâce au numérique, chacun peut se former, peut apprendre avec une facilité sans pareille dans l'histoire de l'humanité, peut accéder à une somme d'informations qui démocratise l'accès à l'apprentissage. On l'oublie parfois, mais jamais dans cette histoire de notre planète, nous n'avons autant lu et autant écrit qu'à notre époque. Mais ce changement de paradigme, ce changement d'échelle, il se produit aussi parfois pour le pire. Et une partie de l'Internet est devenue le territoire d'une industrie de la haine, de l'appel à la violence, du dénigrement de l'autre. Bien sûr, les attentats ont apposé sur cet état de fait la loupe violente, cruelle, froide de l'actualité. Le gouvernement n'a pas attendu ces circonstances tragiques pour agir, mais cela a éclairé d'un jour nouveau les devoirs qui sont les nôtres et qui sont les miens en particulier. Face à la prolifération de ces messages sur les réseaux sociaux, pour beaucoup, nous devons engager encore plus fermement le combat pour nos valeurs. L'important, c'est que les propos racistes et antisémites disparaissent vite et plus vite qu'aujourd'hui. Il faut plus de personnes, plus de ressources humaines, matérielles, plus de moyens, des dispositifs plus rapides, plus efficaces, plus simples. Imaginez par exemple que chez Pharos, qui est l'entité composée d'officiers de police qui reçoit les signalements en cas de constat de propos racistes, haineux, d'apologie du terrorisme, par exemple. Donc cette plateforme, elle est composée d'une petite dizaine de personnes. Et elle s'est retrouvée à traiter jusqu'à 20 000 signalements par jour. Faites le calcul, la productivité humaine a ses limites et cette situation aujourd'hui est totalement déphasée face à la réalité de la situation à laquelle nous faisons face. Il faut donc rendre ce signalement plus simple pour les utilisateurs et le généraliser sur toutes les plateformes. Je travaille à des propositions en ce sens. Un truc qui pourrait, par exemple, simplifier les signalements et qu'on pourrait intégrer dans tous les systèmes d'exploitation, mettre des plugins. Ou lorsqu'on est sur une application, sur son smartphone, plutôt que d'avoir à se connecter sur le site Internet de la plateforme Pharos et de renseigner des informations concernant une autre information qui a été observée sur un autre outil, eh bien, que l'outil de signalement soit intégré dans l'application sur laquelle nous sommes présents. C'est un truc, c'est une petite technique, mais qui, à mon sens, pourrait généraliser le réflexe de signalement en cas de rencontre face à des propos haineux. Face à ces enjeux, le filtrage ou le blocage de certains sites n'épuise pas le sujet. On comprend bien que
la frontière à trouver entre la défense de la liberté d'expression et l'interdiction de l'information et d'autre part la lutte contre les réseaux, la lutte contre les propos racistes et antisémites, elle est difficile à trouver. On comprend bien que les gens qui doivent opérer ces décisions doivent être bien formés, doivent connaître la jurisprudence sur la liberté de la presse, doivent avoir les moyens d'agir rapidement. Concernant les réseaux sociaux, cela devient franchement complexe. On ne peut pas bloquer en France l'intégralité de Facebook et de Twitter. Je crois d'ailleurs que cela serait contre-productif parce que ce sont des outils qui aujourd'hui sont naturellement intégrés dans la vie des plus jeunes de nos concitoyens et cette décision serait mal comprise. En revanche, il est de notre responsabilité de trouver le moyen de faire supprimer les messages de haine par des solutions pragmatiques dans le respect des droits fondamentaux. La Commission nationale consultative des droits de l'homme vient de finaliser un avis sur ce sujet avec une quinzaine de recommandations. Nous y serons très attentifs et je me ferai remettre ce rapport qui me donnera l'occasion de m'exprimer une nouvelle fois à ce sujet dans quelques jours. Les grandes plateformes, ce qu'on appelle les GAFA, doivent évidemment être plus collaboratives. Elles doivent faciliter le retrait des propos et l'action de la police et de la justice en France. Je parlais récemment à un commissaire de police à Paris qui m'expliquait qu'il reçoit de plus en plus de saisines de la part de nos concitoyens concernant des attaques vécues comme des attaques personnelles et haineuses, et que lorsqu'ils se tournent vers les plateformes Internet, eh bien, d'abord, parfois, il doit envoyer ces messages en anglais, parfois, il doit les envoyer aux États-Unis, et il n'est pas certain de recevoir un jour une réponse. Alors, même si certaines de ces plateformes font déjà le travail, elles doivent être plus encore sensibilisées et accompagnées par les pouvoirs publics. Il en va de l'intérêt de tous. L'UEJF, d'ailleurs, par ses actions juridiques envers un certain nombre d'acteurs du net, a été à l'avant-garde de cette vigilance nécessaire sur le sujet et l'association a su poser les bonnes questions. Les géants du net doivent se conformer à la loi applicable en France et ne pas se cacher derrière leur loi nationale. On ne peut pas laisser se propager un hashtag comme #unbonjuif sans que l'entreprise en question ne réagisse d'une manière digne de ce nom et conforme à notre législation nationale. Car oui, le monde numérique n'a pas vocation à être régi par la Constitution américaine et son premier amendement. Ce n'est pas le choix qui a été fait par notre République et c'est tout le sens de la visite du ministre de l'Intérieur aux États-Unis la semaine dernière pour construire les bases d'une collaboration qui soit à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Vous l'avez très bien dit, le contrat social, il se forme désormais sur Internet avec la jeunesse. C'est dire toute la responsabilité politique qui pèse sur ces entreprises. C'est donc avec détermination que le gouvernement lutte contre un sentiment d'impunité qui, trop souvent, accourt sur les réseaux sociaux. Le racisme, l'apologie du terrorisme, l'antisémitisme, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Cela relève du droit pénal. Les policiers et les magistrats seront mieux formés, mieux outillés, dotés de plus de moyens. Cela a été annoncé, de moyens juridiques, mais aussi financiers. Et je crois que vous en discuterez avec la ministre de la Justice plus tard dans la journée. Au-delà de tout cela, gardons à l'esprit que faire disparaître et sanctionner un propos sur Internet, ce n'est pas le premier pas. C'est peut-être le pas de la dernière chance, mais c'est arrivé trop tard. Pour ne pas se contenter d'intervenir a posteriori, il faut inventer une citoyenneté numérique. Je parle beaucoup de république numérique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est renouer avec les valeurs fondatrices de notre République, mais
les actualiser, en actualiser le logiciel à l'heure du numérique. C'est par l'éducation, c'est par la médiation numérique, par la pédagogie, par la transmission de nos valeurs que nous empêcherons les propos racistes et antisémites de se propager. Il faut une véritable éducation au numérique, pas uniquement par le numérique. Des tablettes dans les écoles, oui, si c'est l'outil technologique choisi pour permettre une manière d'apprendre, qui permettent d'apprendre à apprendre, qui permettent de développer des facultés d'analyse critique dans l'environnement numérique. La clé, elle est là, puisqu'on le voit, les théories du complot, par exemple, les théories négationnistes, la diffusion la plus rapide des propos racistes, eh bien, elle vient des plus jeunes, aujourd'hui en France, et elle vient des milieux les plus défavorisés. Le numérique, c'est une chance. Il faut la saisir. Il est un outil, facteur d'insertion sociale, professionnelle. C'est la raison pour laquelle, avec Myriam El Khomri, qui est la secrétaire d'État à la politique de la ville, nous allons faire des propositions pour remettre le numérique au cœur de nos villes et au service de la jeunesse, en particulier au cœur des quartiers, au cœur des banlieues, au cœur des zones périphériques dans lesquelles le numérique peut véritablement être un outil de réintégration sociale et professionnelle. Bien sûr, il faut qu'Internet demeure le formidable espace de liberté, d'expression et de mobilisation républicaine que nous avons connu le 11 janvier dernier. Cet esprit du 11 janvier, il a habité les rues de la France entière, de la place de la République à Paris, mais il a aussi habité les rues du monde entier. Il a soufflé sur Internet où est né ce mot d'ordre qui a été inventé et dessiné par un twitto, « Je suis Charlie », et qui a fait le tour du monde. C'est incroyable quand on y pense. 6,6 millions de fois « Je suis Charlie » à travers le monde. Eh bien, beaucoup de manifestants ont levé des stylos à cette occasion. C'était une manière de rendre hommage à Cabu en particulier. Ils auraient pu sans doute prendre des téléphones portables, des tablettes, des smartphones, parce que ces outils, ils sont aussi un outil qui permet de faire vivre la liberté d'expression. Voilà le message que je voulais vous transmettre ce matin. Et je crois comprendre que c'est vraiment la philosophie avec laquelle vous abordez cette journée. Internet, c'est un formidable outil d'information, d'expression et d'émancipation, mais ce n'est qu'un outil. Chacun à notre place, nous devons apprendre autour de nous comment l'utiliser. Nous devons empêcher que cet outil soit perverti, dévoyé, sabordé parce qu'il tombe entre de mauvaises mains. Nous devons faire de cette lutte contre la haine sur Internet l'affaire de tous. Je vous souhaite donc une bonne journée de débat, un bon travail à tous. À bientôt, car nous aurons l'occasion de nous croiser souvent. Merci de votre engagement et je terminerai sur cette formulation que j'aime. Vive Internet, vive la République numérique et vive la France.